Écoutez, donc moi, je vais mettre un point final, finalement, à cette mise au point. On va l'appeler la mise au point terminale, puisque vous êtes achevé, je pense. Olivier m'a demandé de faire un point sur le cancer et sujet âgé et sa gestion, en tout cas sa gestion en termes de risque thrombotique, puisque vous savez que le cancer est un générateur de thrombose. Bon, moi, je suis thrombologue, comme l'a dit Olivier, donc je travaille avec tous les partenaires industriels qui sont dans cette lutte infernale contre le caillot. Mais moi, ce que je voudrais que vraiment vous reteniez, c'est que la thrombose, c'est un drame multidimensionnel qu'il faut voir en 3 dimensions. Et donc, on a les facteurs génétiques qui sont responsables de ce qu'on appelle la thrombophilie que vous cherchez chez les sujets un peu plus jeunes, les facteurs acquis, notamment le cancer, mais il y en a d'autres, comme le tabac ou l'obésité, et les facteurs environnementaux qui sont le plâtre, la chirurgie, l'immobilisation, etc. Donc, ce qu'on sait, c'est que le sujet âgé, a plus de risques de thromboser parce que, on sait que la nature même de son sang va changer du fait de l'âge. Et vous voyez que le seuil en matière de thrombose, qui est pour nous le cut-off, c'est quel âge, à votre avis? Non, mais bon, c'est pas comme le port-salut, c'est pas écrit dessus. C'est une diapo un peu ancienne déjà. 2015, ancienne. Non, mais en fait, parce qu'il s'est basé sur des données un peu anciennes. Mais aujourd'hui, c'est 55 ans. Et c'est ce qu'ils avaient dit. Hein. Donc il faut bouger, il faut qu'on se lève très vite. Donc en gros, il y a quelque temps déjà, près de 160 ans, Virchow, un Autrichien, avait dit je vais vous parler donc de ces responsables de la thrombose. C'est une triade de malfaiteurs. Je l'ai appelé la guerre des trois. Donc c'est la stase, le ralentissement du flux circulatoire, c'est l'atteinte endothéliale, la destruction de ce téflon, comme la poêle à frire qui empêche l'adhésion des cellules, comme pour le steak, là, quand on touche à l'endothélium devient collant comme du papier tue-mouche. Et enfin, le dernier trépied, finalement, c'est l'hypercoagulabilité. C'est la modification même de la nature du sang qui doit être liquide et fluide, qui devient poisseux et collant, comme le sujet âgé. C'est Olivier qui m'a donné le papier. Non. Ça, c'est lui qui dit ça. Hein. Moi, je ne suis pour rien. Hein. Thrombose et cancer, en fait, ce n'est pas un scoop. On a toujours dit qu'un malade qui a finalement un cancer a plus de chances de faire une thrombose. Un malade qui a un cancer, 20% d'entre eux feront une thrombose. Que le risque de récidive est plus élevé, que s'il est opéré, il va effectivement développer plus souvent une thrombose que celui qui n'a pas de cancer. Et que, en gros, si on se met donc à autopsier des malades qui ont un cancer, on va découvrir dans plus de la moitié des cas une thrombose qui était dite silencieuse. Vous savez que la thrombose, la maladie thromboembolique veineuse, c'est l'anémie publique numéro 1, parce qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui, ça tue énormément, c'est plus de 12% des décès en Europe, plus que les accidents de la voie publique, le sida, le cancer de la prostate, et puis quoi d'autre, le cancer du sein associé. Donc c'est pas mal. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet ennemi est mal identifié. On prévient mal cette thrombose. Donc il faut vraiment qu'on soit très vigilant. C'est la deuxième cause de mortalité au cours du cancer, parce que la première, c'est laquelle? De quoi meurt un cancéreux, essentiellement? C'est ça, on le tue, en fait. Non, sepsis. Bon, en gros, on vous a parlé de l'inflammaging. J'adore ce terme. Je vais le resservir. Cet inflammaging, c'est aussi valable pour le cancer parce qu'en gros, une tumeur va fabriquer des facteurs procoagulants pour mettre le feu aux poudres et le patient qui a un cancer a une inflammation manifeste systémique. Et ces deux vont définir ce qu'on appelle l'hypercoagulabilité, donc comme son nom l'indique, une coagulation exacerbée. Mais ce qu'on sait, c'est que ce caillot qui est prompt à être formé va servir de lit au cancer. Liaison dangereuse. Mais bien sûr, il y a la troisième dimension, ici, qui est quoi? Vous l'avez dit, c'est la chimiothérapie, c'est l'aspect iatrogène, ce qu'on appelle les facteurs extrinsèques qui seront liés à la prise en charge même du cancer. Donc, à la prise en charge de ce cancer, le risque thrombotique sera significativement élevé. Il faut que vous soyez vigilant à ce moment-là. C'est inscrit. On dit qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir. Mais là, les gènes du cancer sont intimement
corrélés, associés, liés aux gènes du développement tumoral. Et, bien entendu, on les appelle les gènes du cancer, et aux gènes qui sont liés à la coagulation et à la réactivité plaquettaire. Donc, il n'y a pas de souci. Quand tu allumes l'un, tu déclenches l'autre. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le facteur tissulaire, ça vous dit quelque chose de facteur tissulaire? C'est la gâchette de la coagulation. C'est l'initiateur de cette cascade de la coagulation qui est exprimée par la cellule tumorale. Eh bien, on sait aujourd'hui que ce facteur tissulaire, c'est la pierre angulaire qui est responsable à la fois de la biologie tumorale, donc du devenir de la tumeur, de la coagulation, bien entendu, puisqu'on le savait, et surtout aussi de l'inflammation. Donc lui, il est sur tous les tableaux. Et aujourd'hui, on sait que ce facteur tissulaire, il contribue à la dissémination métastatique, à l'angiogénèse et à la prolifération tumorale. Donc on voit que coagulation, prolifération, c'est un pléonasme. D'autre part, on sait... C'est quoi ce truc-là? Qui nous souffle là? T'as des concurrents à côté? Moi, j'entends rien, moi. Jeanne d'Arc sort de ce corps. L'histoire, c'est... Aujourd'hui, on s'est intéressé, comme je suis un homme de l'infiniment petit, on s'est intéressé justement à la biologie cellulaire. On se rend compte que dans une atmosphère tumorale, les cellules sont complètement excitées et complètement folles. Et elles émettent comme ça des petits vésicules, elles se boursouflent, elles explosent comme des pop-corn. Et elles libèrent des microparticules. Et microparticules, c'est petit par la taille, mais c'est grand par les effets. On sait que ce sont des petites vésicules donc, qui sont un peu comme une bombe à fragmentation de la cellule. Et ça porte les éléments donc, phospholipidiques de la membrane et du facteur tissulaire. Et ça part comme ça, et ça fait comme du napalm. Pouf, ça fout le feu dans toute l'atmosphère périlésionnelle. Et aujourd'hui, on sait que ces microparticules transportent également de l'ARN messager et transforment de manière maligne les autres cellules du compartiment vasculaire. Et voilà. Donc en gros, c'est du chronopost délétère. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a mis en évidence également un autre mécanisme très intéressant qui est, vous voyez, l'histoire du polynucléaire excité. Et quand il est excité, il fait comme le lama, il crache ce qu'il a dans la bouche. Donc là, il crache le contenu nucléaire et il libère une trame réticulinique qui n'est rien de plus que du matériel ADN ou ARN. Et cette trame-là va constituer ce qu'on appelait des traps, un piège qui n'est rien de plus qu'un filet qui va bloquer les bactéries et qui vont être barbotées par les polynucléaires. En gros, c'est la pêche miraculeuse. Eh bien, on sait aujourd'hui que ce même mécanisme de relargage du contenu réticulaire est lié à l'inflammation. Et on a, cette fois, un filet, mais qui va bloquer quoi? Les plaquettes. Et les plaquettes vont alors servir de support à la formation du caillot. Et donc, vous avez une troisième dimension. Alors, retenez que le chiffre 3, c'est le nombre d'or en thrombose. Tout passe par 3. On a vu la triade de Virchow, la troisième dimension, etc. Là, c'est pareil. Là, vous avez un troisième support de la coagulation et du caillot. Vous aviez la fibrine qu'on vous a appris quand vous étiez tout petit. Vous aviez le Willebrand qui était le support de ce clou plaquettaire et donc de ce dôme plaquettaire qui va servir de clé de voûte à la génération du caillot. Et bien maintenant, vous avez le troisième support qui est le net, on l'appelle le netosis. Le netosis où il y a l'inflammation, la réponse immune et la coagulation. Donc revenons à cette relation tripartite, cancer, sujet. Donc moi, je m'intéresse au cancer, je m'intéresse au patient qui est âgé, et je m'intéresse aussi au traitement que je vais lui instaurer pour essayer donc de le traiter. Eh bien ça, c'est déjà le début de l'histoire en matière de thrombogénicité. On sait que différents cancers, en matière donc solide, liquide, plus ou moins évolués, vont avoir un risque thrombotique associé qui sera différent. Mais tous les cancers, même le cancer du sein ou le cancer de la prostate, sont responsables d'une thrombogénicité s'ils sont très évolués, métastatiques, etc. Donc dis-moi qui porte le cancer, je dirais quel est le risque thrombotique, car l'histoire est là. L'histoire est là parce que vous voyez que dans cette histoire de Blond, dans ce registre donc, scandinave, eh bien, vous avez quand même 155 000 malades qui ont été suivis, qui ont été suivis, vous voyez, pendant de nombreuses années pour vérifier ces patients qui étaient dénués de thrombose et de cancer, ce qu'ils allaient devenir en matière de thrombose et cancer. Eh bien, vous voyez qu'on a une incidence qui est de l'ordre de 0,3 pour 1000 chez les sujets jeunes,
mais qui passe à 20 fois plus chez les sujets âgés de plus de 80 ans. Donc l'âge est intimement associé à cette incidence thrombotique. Mais ce que je sais aussi, c'est que dans 50% des cas, eh bien, cette thrombose, elle a été provoquée essentiellement par quoi? Par le cancer dans 20% des cas. Après, on a l'immobilisation, après, on a donc les infections médicales, etc. Donc, ce qu'on sait dans la thrombogénicité aujourd'hui en matière de facteurs de risque. Mais ça, c'est une étude de population. Et clairement, on montre dans cette étude que l'âge est un facteur impactant à la fois dans la thrombogénèse et à la fois dans l'apparition d'un cancer. C'est un peu, encore une fois, le Janus, vous savez, la bête à deux têtes, quoi. Alors, quel est l'impact de la thrombose veineuse chez les sujets âgés? Alors, je prends ici, par exemple, un cancer du côlon à un stade déjà évolué. Eh bien, vous voyez qu'ils ont essayé d'évaluer quel était l'impact de la thrombose veineuse sur la mortalité dans cette population âgée. Vous voyez que la thrombogénicité, dans ce cas de cancer du côlon évolué, est quand même importante, de l'ordre de 20%, quelle que soit la tranche d'âge. Donc, tout le monde a droit à son petit incendie en matière vasculaire. Mais quand je regarde les facteurs de risque péjoratifs sur la survie, vous voyez que c'est la thrombose, bien sûr, qui a thrombosé capotera. Et puis ensuite, surtout, les comorbidités. Plus le malade est fragile, plus il supportera mal ce surcroît thrombotique au cours du cancer. Vous voyez que la comorbidité, donc ici, un score supérieur à 2 est significativement accru en matière de pronostic péjoratif. Et puis l'âge, bien entendu, plus il est vieux, on ne sait pas si c'est quel est l'œuf, quelle est la poule, si c'est l'âge qui l'a rendu plus fragile et qui fait qu'il va mourir, ou si c'est parce qu'il a atteint la limite de péremption. Ça, c'était le cancer du côlon. Qu'en est-il du cancer du rein? Parce qu'on va changer d'organe. Donc là, pareil, une belle étude nord-américaine, 12 000 patients, plus de 65 ans, on les suit pendant 1 an, après diagnostic du cancer du rein, vous voyez qu'ils ont pratiquement 10% de thrombose et 70% dans les 3 mois. Ce que je vous avais dit, ça douille très tôt, au moment où on va les prendre en charge. Après, on verra pourquoi ça douille très tôt. Alors, bien entendu, plus l'âge avance, plus le risque thrombotique est là. Donc ça, c'est pas un scoop. En revanche, on retrouve encore une fois les comorbidités associées, un compartiment vasculaire chatouilleux, avec une athérosclérose, un diabète, une insuffisance rénale, avec une histoire de thrombose. Qui a thrombosé, thrombosera. Retenez cet adage, il est exact. Et puis surtout, bien sûr, plus la maladie est avancée, qu'elle soit donc localement avancée ou métastatique, là encore, ça fait mal. Donc, on retrouve la même chose. Donc globalement, aujourd'hui, on sait que plus la tumeur sera installée ou à un stade évolué, plus ce sera thrombotique et ce sera péjoratif en matière donc de risque de mortalité. Et surtout, plus le malade a des comorbidités et plus cette issue sera donc difficile à maîtriser, à contrôler. Mais qu'en est-il aujourd'hui des traitements? Vous voyez que les traitements anti-angiogéniques qui ont fait vraiment couler beaucoup d'encre et apporter beaucoup d'espoir dans la prise en charge de certaines tumeurs particulièrement évoluées, vous savez qu'elles sont associées également, pour le bevacizumab qui est l'Avastin, à un risque thrombotique qui est modéré, mais qui est plus ou moins important en fonction, encore une fois, du terrain. Donc, encore une fois, en matière de thrombogénicité, méfiez-vous des facteurs lorsqu'ils sont associés, parce que ces facteurs sont synergiques. 1 plus 1 est toujours supérieur à 2, et quand vous en rajoutez 3, c'est la partouze, ça fait très très mal. Vous voyez qu'une simple transfusion peut faire mal, qu'un traitement stimulant l'érythropoïèse peut également majorer le risque thrombotique, encore une fois, parce que le profil de ces patients est important à considérer. Mais quoi qu'il en soit, qu'en est-il du bevacizumab, cette fois, chez les sujets âgés? Eh bien, vous voyez que dans cette étude nord-américaine, encore une fois, 7000 patients, on voit que le risque de thrombose artérielle à 3 ans, eh bien, il est également à 1,8, donc ici, où le risque de décès cardiovasculaire est à 1,6, donc ce qu'on avait trouvé dans les études antérieures, en 2008, donc pas de scoop, et globalement, on dit que chez le sujet âgé, donc le bénéfice du bevacizumab ne doit pas être, non proposé parce que le risque thrombotique est modeste, même chez les sujets âgés. Donc, finalement, l'intérêt du BEVA est certainement à discuter. Et on voit très bien dans cette étude, enfin dans une autre étude cette fois, une étude tchèque, vous voyez qu'en gros, eh bien,
que le malade soit jeune ou qu'il soit particulièrement âgé, eh bien, la survie chez ces patients sous BEVA n'est pas différente. Autrement dit, tout le monde bénéficie, quel que soit l'âge, du BEVA en matière donc d'effet antitumoral. Et donc aujourd'hui, donc ce bénéfice étant similaire, il n'y a pas de agisme, hein, c'est pas du racisme, mais c'est de l'agisme. Eh bien, aujourd'hui, même si tu es vieux, tu peux bénéficier donc d'un traitement anti-angiogénique. Retenez également que la chirurgie peut être un facteur prothrombotique, surtout quand on est âgé. Retenez, vous voyez que même dans le cancer du sein, hein, c'est pareil. Donc, on a tendance à considérer que le risque est très faible, 0,2% ici, dans cette étude donc sur pratiquement 50 000 patients, avec une mastectomie. Mais quoi qu'il en soit, quand on les met donc avec une chirurgie donc particulièrement invasive ou une chirurgie qui est longue, vous voyez que le risque il augmente significativement. Donc, encore une fois, attention au contexte. Qu'en est-il vous avez parlé des cathés? Non, jamais. Non. Puis le cathé chez le vieux, c'est important? Le vieux est décathé, mais il n'a pas de cathé. Les cathés ne sucent plus bien, nous, mais... Hein. D'accord. Ah, oui. Alors, il faudra qu'on fasse une étude. Alors, l'idée est là. L'idée, c'est que, en fait, il ne faut pas le mettre en périphérie, il faut le mettre sur le thorax, il faut le tunneliser, c'est beaucoup mieux que de ne pas le tunneliser, en matière donc de pérennité et de non-thrombogénicité. Et puis, il faut porter à droite. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais il faut porter à droite et pas à gauche. Vous savez, c'est une raison anatomique. Donc, globalement, et surtout prendre quelqu'un qui a l'habitude de poser les cathés, parce que plus on a du mal à poser le cathé, plus ça fait mal, et plus c'est agressif pour l'endothélium. Donc, en gros, aujourd'hui, eh bien, puisqu'on sait qu'il y a des facteurs liés aux patients, des facteurs liés au cancer, des facteurs liés au traitement, au cathé, etc., eh bien, je vais pondérer le risque. Aujourd'hui, on rajoute une quatrième dimension, c'est ces marqueurs biologiques, et il y a une pléthore de marqueurs aujourd'hui qui sont proposés, on demande encore à valider leur pertinence clinique. Mais aujourd'hui, l'adage, c'est tout patient ayant un cancer évolutif qui est hospitalisé doit avoir une prophylaxie antithrombotique durant cette hospitalisation. Mais qui respecte la loi? Strong, évidence strong, tu parles. La preuve par l'épreuve. Un malade sur deux ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. En hospitalisation. Ensuite, en ambulatoire, eh bien on dit, même les ambulatoires, ce n'est pas parce qu'ils bougent qu'ils risquent de ne plus bouger. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, donc, le prévenir, parce qu'il est à risque thrombotique, même mobile. Eh bien, un ambulatoire, s'il est à haut risque, il faut le traiter. Donc, voilà, une phrase simple. Vous pesez le risque pour prescrire chez le fort risque et proscrire chez le faible risque. Il n'est pas question de mettre du traitement anticoagulant préventif à tous les cancéreux, bien entendu, mais il est adapté, il est avisé parce qu'il a été pondéré. Le problème, c'est que le risque thrombotique au cours du cancer, vous voyez, c'est une montagne russe, d'accord? Et plus c'est chaud, plus ça fait mal en matière de risque thrombotique, parce que je vous ai dit, c'est un pléonasme. Eh bien, aujourd'hui, vous connaissiez Mary Poppins, elle avait un super mot, moi j'en ai un autre, c'est celui-là. Stratifie chronothromboprophylaxie. C'est-à-dire, tu vas évaluer le risque en fonction du temps et du contexte de ton patient. Et en fonction de ce risque, tu vas mettre un bouclier qui s'appelle la thromboprophylaxie, donc un traitement anticoagulant adapté. Et si tu as du mal, fais appel à un ami, ça s'appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire, une RCP. Quand vous avez une thrombose chez un malade qui a un cancer, il faut le traiter. Et vous voyez que aujourd'hui, on dit, on le traite par les héparines de bas poids pendant 6 mois. C'est la règle. Le souci, c'est que plus de la moitié des malades ont une insuffisance rénale et que quand ils sont traités, ça va s'aggraver. Et donc aujourd'hui, je vous dis, en cas de cancer et thrombose, eh bien, le rein n'est pas rien, comme disait Edith Piaf. Pourquoi? Parce que s'il reçoit des antivitamines K, vous voyez qu'il est à plus d'un risque hémorragique parce qu'il a un cancer et il a des AVK. Et il a une insuffisance rénale. Mais un voleur ou un malheur n'arrive jamais seul. Le patient insuffisant rénal, donc un patient âgé, eh bien, il est à plus de risque d'hémorragie, il est aussi à plus de risque de thrombose. Vous voyez que plus le rognon est sec, plus la thrombose monte. Donc aujourd'hui, ce qui est démontré, et ce qui est validé, et ce qui est
aujourd'hui une vérité, c'est que l'AVK eh bien, n'a pas pignon sur rue en matière de thrombose et cancer, parce que les héparines de bas poids moléculaire font 2 fois mieux que lui en matière de prévention des risques thrombotiques, en faisant autant saigner. Autrement dit, le rapport et le bénéfice clinique net est en faveur de l'efficacité de l'HBPM par rapport à l'AVK. Maintenant, qu'en est-il de l'HNF, héparine non fractionnée, chez des malades qui ont une insuffisance rénale plus ou moins avancée? Eh bien, vous voyez, dans ce registre IET, quand on s'est intéressé aux malades qui avaient un cancer et qui avaient une insuffisance rénale qui était modérée, voire sévère, bon, il n'y a pas beaucoup, hein, mais quand on a comparé ici l'efficacité embolie pulmonaire fatale à 15 jours, eh bien, chez des malades qui avaient une fonction rénale normale, vous voyez que l'HBPM fait 2 fois mieux que l'HNF. Et quand je prends les malades qui ont une insuffisance rénale sévère, bon, il n'y en a pas de BZF, hein, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle l'annonce. Donc, HBPM fait mieux que l'HNF. Alors, je vous dirai pourquoi dans la pause. Je fais Hitchcock. Qu'en est-il maintenant de la tolérance hémorragique? Vous voyez ici, si je prends les malades sévèrement atteints au niveau rénal, vous voyez qu'encore une fois, il n'y a pas de surcroît hémorragique chez ces malades qui reçoivent une héparine de bas poids moléculaire, encore pas beaucoup. Et donc là encore, là, il y a quelque chose à creuser. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, on dit que l'outil thérapeutique préféré pour maîtriser la thrombose au cours du cancer, c'est l'héparine de bas poids moléculaire, l'homoléculaire héparine, à la phase aiguë, de manière donc prolongée jusqu'à 6 mois. Strong, il n'y a pas de souci. Quand c'est strong, on ne se trompe. Et moi, je vous dis, appliquez la tactique. Alors, c'est quoi la tactique? C'est en cas de thrombose associée au cancer, le traitement injectable est la clé. Ça me fait plaisir. Quand on parle héparine de bas poids moléculaire, vous savez que c'est un minestrone, comme disait mon mentor, qui n'avait pas tort en fait. C'est vraiment un mélange avec des chaînes polysaccharidiques, des sucres, plus ou moins longs. Or, à votre avis, dans l'ampoule d'héparine que vous utilisez, quelle est la proportion de chaînes qui sont anticoagulantes? Je vous donne un QCM. 10, 30, 50, 80%. 10. Il y a des pessimistes dans la salle. Bon sang, vous achetez un médicament dont seulement 10% est efficace, dites qu'on vous rembourse les 90% restants. Hein. 50, non, c'est 30% qui est anticoagulant. Donc en gros, mais c'est la vérité. La vérité est parfois difficile à vivre. Donc quoi qu'il en soit, 30% anticoagulant, mais ça marche. On a vu mieux que les AVK. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est long, eh bien, c'est éliminé par le système anticoagulant endothélial. C'est éliminé par les vaisseaux. Et quand c'est court, c'est éliminé par le rein. Donc, plus c'est petit, plus ça va s'accumuler chez un insuffisant rénal et donc chez un patient. Eh bien, est-ce que c'est vrai? Donc, regardez cette étude française, Isabelle Mahé, une interniste qui était intéressée par la thrombose, qui prend donc des sujets qui reçoivent une prophylaxie. Ils sont vulnérables parce qu'ils sont âgés et parce qu'ils ont un rein complètement malade. Vous voyez, regardez, la clairance Cockcroft moyenne, elle est 35. C'est pas BZF, hein. Regardez l'écart type. 8 jours. Et je compare Tenza, 30 patients, et Enoxa, 30 patients. Je compare, je vois que la Tenza ne s'accumule pas et l'Enoxa s'accumule en 8 jours. Ça s'accumule et ça monte et ça monte. Une autre équipe française, Charlefoix, fait ça. Ils prennent 30 patients, ils mettent la Tenza, mais cette fois à visée curative, pendant 10 jours chez des vieux. Vous voyez qu'ils ont 87 ans, plus ou moins 6 ans, avec une clairance de 40 minutes en moyenne, plus ou moins 20. C'est pas mal, d'accord? Eh bien, ça ne s'accumule pas. Hein, au bout de 2 jours, vous avez le plateau. Et ça marche pendant 10 jours. Eh bien, ils refont la même chose sur 200 malades cette fois, et en curatif. Et vous voyez que, là encore, ils prennent des vieux, c'est Charlefoix, hein, ils ont la foi, et puis, ça ne bouge pas. Donc, la Tenza, quand la Tenza va, tout va. Est-ce que l'Enoxa
marche aussi comme ça. Vous prenez cette étude, eh bien, vous voyez que vous avez donc ici des patients qui ont une atteinte modérée de la clairance avec ici un âge moyen de 76 ans, alors que les sujets plus jeunes, ils ont une clairance tout à fait normale. 100 unités kilo 2 fois par jour, c'est des nausées à visée curative. Et là, bingo, 5 fois plus d'hémorragie majeure chez les malades qui avaient un rein donc modérément altéré, avec des nausées curatives 2 fois par jour, donc sur une période qui est une période environ d'un mois. Donc on a un problème, c'est que les nausées, vous voyez que ça fait saigner chez des sujets qui ont un rein malade. Maintenant, je peux ajuster. Je fais de l'antidissa, le dosage de l'antidissa. Doser les malades et ajuster. Vous savez qu'on pouvait ajuster les antidissa? Vous le faites? Non, oui, si. Donc, en fait, ouais, c'est possible. On peut essayer d'adapter. Le problème, c'est que, attention, vous voyez qu'en fonction de la molécule utilisée, eh bien, si vous avez un schéma 2 fois par jour, c'est 0,5 à 1, 4 heures après l'injection. Donc, en général, c'est 4 heures après la troisième, c'est mieux. Donc, moi, je dis en général, je dis 3 heures après, et puis la troisième, c'est facile, et tu recontrôles 3 jours après. C'est la règle des 3, le nombre d'heures de thrombose. Et puis, si vous êtes en mono quotidien, 1 fois par jour, regardez, si c'est de l'inoheptazaparine, c'est inférieur à 1,5 au pic, et si c'est de la fraxodie, c'est fraxiparine dopée, enfin chargée, c'est inférieur à 1,8. Attention, les abacs ne sont pas les mêmes en fonction donc du schéma utilisé. Méfiez-vous. Mais ça, c'est au pic. Donc, vous avez des abacs au pic. Le problème, c'est que moi, qu'est-ce que je crains? L'accumulation. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir quoi? Un niveau en résiduel. Donc, juste avant l'injection. Mais qui fait ça? Personne. Voilà. Donc, en fait, on fait mal depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus raisonnable. Et donc, aujourd'hui, l'avis d'expert, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un avis d'expert, c'est chez ces malades qui ont une thrombose que je veux traiter et qui sont à risque d'accumulation, en tout cas, je suspecte une accumulation, je crains une accumulation, je redoute une accumulation, et je veux faire l'activité antidissa, bravo, chapeau. Donc faites-la, mais faites-la en résiduel, et cette fois, le seuil, ce n'est pas celui-là, c'est 0,4. Il ne faut pas qu'il soit au-delà de 0,4 avant la prochaine injection. Il faut qu'il soit en dessous de 0,5. Parce qu'il va monter, et il va redescendre ensuite. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il redescende, et qu'il redescende en étant à 0,4, au moins en résiduel. Parce qu'il a une thrombose évolutive. Je n'ai pas envie qu'il ait rien. Je veux toujours être là avec un bouclier efficace pour maîtriser la croissance d'un caillot dans une atmosphère incendiaire. Je vous rappelle que c'est du cancer. Le cancer, ça brûle. Et donc, il ne faut pas venir avec un petit bouclier en chocolat, ça va fondre. Il faut quelque chose de solide et de très large. Donc, quand on découvre une thrombose, alors ce qu'on appelait une thrombose asymptomatique, est-ce qu'on traite ces patients? Surtout une embolie pulmonaire, comme ça, découverte fortuite, et donc on lui fait un scan et pouf, on tombe sur une embolie pulmonaire. Absolument. Ça fait aussi mal que les symptomatiques, avec un risque de mortalité qui est de l'ordre de 15%, donc on ne rigole pas, tu les traites comme une symptomatique, 6 mois. Si maintenant il récidive sous traitement, s'il était sous héparine de bas poids, qu'est-ce que je fais? J'augmente de 20% la dose. S'il était sous AVK, je le switch aux héparines de bas poids. On a compris? Je recommence. Il est sous héparine de bas poids moléculaire, il récidive. J'augmente la dose de 20%. Si maintenant il était sous AVK, il récidive, je switch à l'héparine de bas poids et je lui donne une dose classique. 6 mois. Oui, et de toute façon, encore une fois, vous traitez tant que l'ennemi est là. Quand il pleut, je laisse mon parapluie ouvert. Je ne dis pas, ah non, ça fait quand même 6 jours que j'ai le parapluie ouvert, je vais fermer là. D'accord? Non. Sinon, c'est la douche. Si maintenant il a une thrombopénie, ça veut dire chute des plaquettes. C'est simple, vous voyez qu'il faut qu'il ait 50 000 plaquettes. S'il a 50 000 plaquettes, je lui donne la pleine dose d'héparine de bas poids. Si maintenant il a moins de 50 000 plaquettes, et il a moins de 20 000 plaquettes, moins de 20 000 plaquettes, je réduis la dose de moitié. Ben non. Moins de 20 000 plaquettes, j'arrête.
Vous n'arrêtez jamais, vous. Mais il fallait réagir. Je ne suis pas un gourou. Vous pouvez réagir. Donc, 50 000 au-delà, pleine dose. Entre 20 et 50, moitié. Inférieur à 20, j'arrête. Si maintenant il a une embolie pulmonaire et il a 20 000 plaquettes. Mais l'hospitalisation, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. En fait, je passe la patate chaude. Passe à l'autre. Appel à non. Ouais. En fait, certains experts disent, bah, écoute, si vraiment tu veux donner toutes ces chances à ce patient, bravo. Tu repasses des plaquettes pour monter ces plaquettes au-delà de 50, et voilà. Est-ce que les AOD ont une place dans le cancer? Non. Donc, non, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de machin, donc pas d'AOD. On ne parie pas sur l'efficacité, le bénéfice des AOD, d'accord? On ne joue pas avec la vie des malades. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est qu'on est moins d'1 sur 2 à appliquer les règles qui sont aujourd'hui démontrées comme étant efficaces pour nos malades atteints de cancer, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc ça, c'est inadmissible. Ça, c'est de la iatrogénie par méconnaissance. Non-assistance à ces personnes en danger, et ça, c'est répréhensible. Éthiquement inacceptable, mais répréhensible. Mais ça, je peux vous dire que ça existe partout. Hollande, France, partout. Sauf à Broca. Donc en conclusion, comme disait mon copain Jean-Claude, thrombose et cancer, restez aware. Ça c'est très important, ouvrez les yeux et les bons. Et surtout, il avait une jolie phrase, privilégiez les HBPM, prenez le petit poids, mais avec les plus longues chaînes. Plus c'est long, plus c'est bon. Mais léger. Alors pourquoi est-ce que HBPM et cancer, ça marche? Parce que HBPM, ça veut dire hypocoagulation bénéfique si prolifération maligne. Et puis encore une fois, n'oubliez pas que rien à déclarer. Merci beaucoup.